Bonjour à tous, salut Yoram, salut Arnaud, Bonjour. salut David. Je me permets une petite familiarité, je ne vais pas vous représenter ni le nom, la ville, je pense que les gens vous connaissent. Je retenais à remercier bien entendu en premier les laboratoires Tilot. C'est vrai que grâce à leur soutien, eh ben, on peut faire, on va dire, cet événement, parce que j'appelle ça un événement, du GTED. C'est la reprise d'activité, le déconfinement est là. On va en parler un petit peu. Yoram vous dira un petit peu comment on reprend les choses, comment on reprenne les activités cliniques, les essais cliniques au niveau du GTED. Il y a beaucoup d'activités au GTED. Vous avez la chance d'avoir tout le bureau du GTED avec vous. On va passer, je suis sûr, un très bon moment tous ensemble. On sera ensemble moins d'une heure, donc ne vous inquiétez pas, mais de toute façon, il y aura beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses nouvelles. Moi, je vais tout de suite me tourner vers Yoram. Yoram, tu es parmi nous, je suis désolé, ne le prends pas mal, mais quand même celui qui est le plus ancien du GTED. Donc, je te donne cet honneur-là. Le GTED a évolué les dernières années. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'essais, beaucoup d'études, beaucoup de projets. C'est parfois dur même de s'y repérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Et puis, où est-ce qu'on va durant les prochaines semaines? Est-ce que ça repart? Merci Laurent. Tout le monde ne savait pas pour l'âge, hein, vu l'apparence. Mais effectivement, c'est un plaisir. Avant de dire ce qui s'est passé pendant le Covid, on pourrait peut-être brosser un petit peu ce qu'est le GTED pour ceux qui ne le connaissent pas parfaitement. Le GTED, c'est donc une société savante pour les Mickey. On peut passer les diapositives, qui est une société francophone, c'est-à-dire c'est en France, mais c'est la particularité, c'est de parler français entre nous, et c'est pour ça qu'on a des groupes aussi étrangers, suisses, belges notamment. Alors en fait, le GTED, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 57 centres hospitaliers et 41 centres actifs, c'est-à-dire qui inclut des malades qui participent aux essais cliniques. Je vais vous brosser rapidement le tableau, mais on a près de 10 essais cliniques en cours à intenter. On a toujours des essais qui vont être lancés. Et surtout, on a un nombre vraiment impressionnant de patients, puisqu'on a évalué actuellement à intenter plus de 600 patients en cours de suivi dans l'ensemble des études du GTED et une équipe qui s'est vraiment professionnalisée, puisque maintenant, on a plus de 10 personnes qui travaillent à plein temps. Nous, on est tous bénévoles, hein, je le précise, mais on a plus de 10 salariés et vraiment bien structurés au niveau de leur spécialité, des arcs, des project managers, une directrice des opérations cliniques, Charlotte Mella, que je salue ici. Et voilà pour l'ensemble un petit peu des activités. Je ne vois pas l'écran, c'est normal, je fais de tête. Ah, Alors, merci. Donc, ça c'est bien. C'était à peu près ça. Vous voyez qu'il y a un point noir, c'est tous les centres en Île-de-France, plus d'une dizaine. Mais vous voyez, c'est harmonieusement réparti sur le territoire. Et je vous disais un peu en Belgique où il y a quand même 5 centres. Diapositive suivante. Donc ça, c'est un tableau aujourd'hui des essais. Comme je vous le disais, en phase de recrutement, là, on voit qu'il y a 6 essais actifs. Et vous voyez, il y a un bon équilibre entre rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. On est venu il y a à peine 5-6 ans la rectocolite hémorragique. Avant, le GTED faisait surtout la maladie de Crohn, mais on s'est adapté à l'évolution des maladies. Vous voyez, il y a des essais en vert ici qui sont en cours de suivi, c'est-à-dire on a terminé les inclusions, mais c'est quand même considérable. Cure, c'est 200 malades. iCare, c'est plus de 10 000, mais ça, c'est européen. Et on a bien sûr, comme je vous le disais au début, toujours des essais qui vont démarrer. Ustap et Verdict, je vais vous en donner le détail un petit peu plus tard. Diapositive suivante, ça c'est quelque chose qui nous motive. Il faut savoir que le GTED est animé par une sorte d'esprit de compétitivité amicale. Et quand vous voyez ici, ça c'est vraiment, ça reste assez, non, ça se féminise quand même. Mais j'allais dire, voilà, il y a un petit combat de coq et vous voyez, il y a 5 centres qui sont un peu en tête, on va dire, avec plus de 50 patients en cours de suivi au jour d'aujourd'hui. On a environ une dizaine de centres qui suivent entre 10 et 50 patients et une vingtaine, je dirais, de centres, vous voyez, qui sont un petit peu moins actifs. Mais ça, c'est pour les essais particuliers, mais même des centres qui affichent parfois zéro participent à des registres. Ici, j'en parle pas, mais on a plus de 10 registres actifs et qui permettent de répondre vraiment à une question donnée. C'est la force de frappe du GTED.
On se pose une question, dans la littérature, il y a 6 malades et on arrive à en trouver 50 ou 60 dans les 2 mois qui suivent. Et ça, c'est un point important. Donc, vous voyez plus de Yoram, 600 malades Yoram, en cours. Yoram, Ouais, Yoram, la oui. diapositive, tu peux nous dire quel est le premier centre et nous rassurer, c'est pas toi qui as fait la diapositive. Elle a été faite en toute objectivité. J'ai découvert la diapositive, vous le savez, il y a quelques minutes, mais je dirais comme ça intuitivement qu'il y en a 2 qui se tirent la bourre, mais là, cette fois-ci, voilà, je suis vraiment désolé, David, tu n'es que deuxième. Mais tu commences à avoir l'habitude. Ici, c'est un point sur les essais en cours d'inclusion. Donc, c'est les études pour lesquelles on met vraiment tout le dynamisme du groupe. Il faut recruter, il faut recruter, il faut recruter. D'ailleurs, on a développé une solution City Scout dont tous les centres sont équipés. Alors, on a un petit mot. L'étude active, c'est une étude fondamentale. C'est la prise en charge de la rectocolite hémorragique cortico-résistante hospitalisée naïve de biologique. Et vous voyez, on doit inclure 93 patients d'ici la fin de l'année prochaine. C'est un essai très attendu et comme pour tous les essais, mais celui-là en particulier, on a composé une biobanque, des vidéos qui sont enregistrées et on pourra faire aussi beaucoup d'autres études ancillaires. La précédente, ou alors, là, ouais, donc Chance, une étude dont s'occupe Arnaud, pour un score endoscopique. Credo, c'est également deux études qui visent à déterminer et à valider un score endoscopique de rémission qui serait le critère de jugement principal de tous les essais dans la validation des nouveaux médicaments. Contrôle vient de débuter. C'est une étude qui va faire le trip to target, voir jusqu'où pousser le monitoring chez les patients atteints de rectocolite hémorragique. Et InTarget, une étude qui se termine pour les inclusions et qui permet d'évaluer chez des patients naïfs de biologique l'efficacité d'un anti-TNF, mais surtout au bout d'un an, et évaluer la possibilité d'arrêter ce traitement. Donc, vous voyez, c'est toujours des études stratégiques pour améliorer notre façon de traiter les patients. La suite, les essais en cours de suivi. Alors, CURE, c'est guérir la maladie de Crohn. C'est une étude pour laquelle il y a eu plus de 200 patients qui sont en cours de suivi, qui va durer 5 ans. Et on commence à avoir suffisamment de données pour commencer à soumettre des premiers résultats. iCare, c'est l'étude européenne sur l'efficacité des nouveaux traitements et surtout la safety de ces nouveaux traitements. Plus de 10 000 patients, donc c'est unique au monde. ESPER, c'est dans l'esprit du GTED, une étude qui vise à comparer chez des patients en rémission profonde sous combothérapie par infliximab, azacitidine, si on peut arrêter un des traitements et lequel. On a fini le recrutement et on aura des premières publications probablement courant d'année prochaine. Pour pas rester en reste et prévoir toujours l'avenir, on a 2 études qui vont être lancées en septembre. USTAP, c'est l'ustekinumab et les fistules anopérinéales dans la maladie de Crohn. Donc, c'est le GTED qui est promoteur. Ça va être fait aussi avec les proctologues qui deviennent de plus en plus miquistes qui s'associent à nous. Et ça va être lancé donc en septembre. Et Verdict, c'est un essai également stratégique pour essayer de déterminer la meilleure cible thérapeutique dans la rectocolite hémorragique. Est-ce que c'est la cicatrisation endoscopique? Est-ce que c'est la cicatrisation histologique avec un schéma particulier de traitement des patients? Alors, on était vraiment sur la pente ascendante, tout allait bien, et puis il y a eu le confinement, et il a fallu réagir très vite. La première réaction a été facile, puisqu'on n'avait pas le choix, il a fallu tout arrêter. On n'avait plus d'endoscopie, on n'avait plus de salle, plus personne ne voulait venir à l'hôpital. Et donc, on a arrêté les inclusions de tous les essais. On a suspendu les ouvertures des nouveaux centres, même à distance. On n'a pas fait à ce moment-là tout de suite d'ouverture en virtuel. On a arrêté, bien sûr, les visites de monitoring et on les a remplacées très vite par du remote monitoring. Et ça a bien marché. Et on envoyait des queries et on a essayé de profiter de cette période où paradoxalement, certains médecins étaient un peu plus disponibles qu'à l'accoutumée pour essayer de vraiment mettre à jour un peu tout ce qu'on n'arrivait pas à rattraper. Donc, on a été pris un petit peu comme tout le monde et on a décidé tout de suite, et là où on s'est montré vraiment proactif, on a décidé, donc on était les 4, on s'est réunis au 3e jour sûrement, en visioconférence et on a décidé les coloscopies, les rectosigmoïdoscopies, tout est arrêté, on va les reporter.
On va remplacer pour des études pour pas perdre les patients lorsqu'il fallait prouver l'activité de la maladie des dosages par de la calprotectine fécale, sachant qu'il y a eu une difficulté pour manipuler les selles pendant cette période du Covid. On a autorisé le fait que les examens soient faits en ville pour éviter des déplacements jusqu'à l'hôpital, sachant que des patients ne voulaient pas venir. Et on s'est donné en gros dans les essais un décalage, une autorisation de décalage jusqu'à 3 mois dans les visites prévues pour ne pas perdre ces patients qui avaient déjà donné de leur temps et de leur santé pour participer aux études. La suite. Alors maintenant on y est, le déconfinement, donc on l'a attendu et on a envoyé un sondage le 20 mai et sur 38 centres qui ont répondu, il y en a 32 qui ont déjà repris leurs activités de recherche, soit plus de 80%, avec des centres qui ont repris, 30 qui ont déjà repris et seulement 2 centres ne rouvriront a priori que à partir du mois de septembre. Je ne vous dis pas la localisation géographique, mais elle est liée au Covid. La suite. Donc, on a décidé de la même façon, parce qu'on a la possibilité d'être un petit groupe et réactif, de reprendre dès le 1er juin les inclusions dans les essais. On a pu mettre en place les procédures pour faire des mises en place à distance. On a simplifié les procédures. Il y a une première visite de monitoring qui va être dans mon centre la semaine prochaine, puis ensuite à Nice. Et on reprend progressivement pendant l'été, on espère, un peu toutes les activités, sachant que dans cette crise, on a d'abord rattrapé un peu le temps perdu, on en avait tous besoin. On a décidé de changer les pratiques pour les téléconsultations, pour essayer de mieux étudier encore la meilleure façon pour améliorer le recrutement des patients. Et surtout, et ça je pense qu'on pourra en discuter, mais il va y avoir, notamment pour la recherche clinique, une possibilité sûrement de suivi par téléconsultation ou monitoring à distance, ou probablement qu'on va diminuer les déplacements dans le monde qui s'ouvre là. Merci beaucoup, Yoram. David, j'ai une petite question pour toi. Le GTED, voilà, ça nous parle tous. Bon, c'est une aventure, on va dire, extraordinaire, hein, et qui fait référence dans le monde. Toi, à titre personnel, donc là, sur ce qui s'est passé, votre centre, peut-être il y a eu un peu moins d'impact à Bordeaux, mais tu as déjà repris les inclusions pour essayer très rapidement de repasser devant Beaujon, comme c'était le cas, à part sur la diapositive de Yoram, où il a choisi juste la semaine où il était devant toi. Comment ça se passe au niveau de la reprise d'activité des essais cliniques du GTED? Bon, d'abord, je dois quand même féliciter Yoram, hein, parce que bon, il tombe sur un diaporama un petit peu qu'il découvre, et puis il se rend compte que Beaujon finalement arrive à inclure des patients. Donc c'est quand même des informations importantes qui lui avaient peut-être échappé. La quantité ne veut pas dire la qualité, Yoram, hein. Ensuite, en ce qui concerne la problématique du Covid-19, c'est sûr que d'un centre à l'autre, et en particulier dans le sud-ouest de la France, ça a été la même chose à Nantes, je pense pour Arnaud. On s'est préparé au pire, mais on n'a pas vu la première vague. Donc la deuxième, on l'attend encore plus, mais on a tout suspendu, y compris notre activité de recherche clinique, à commencer par les essais du jetel, les essais industriels de la même manière, dans la crainte qu'on puisse pas prendre en charge les patients. Et assez rapidement, les malades Covid-19 n'étant pas admis au CHU de Bordeaux, parce que finalement il n'y a pas eu beaucoup de cas, on a repris dès qu'on pouvait, et notamment l'activité de recherche qui concernait des patients qui avaient beaucoup de symptômes. Parce que pendant cette période-là, il y a des malades qui sont restés chez eux, qui ont eu peur et qui sont arrivés finalement un peu tardivement en consultation ou en hospitalisation. Et quand ils étaient là, ils étaient en poussée suffisamment franche pour en effet remplir les critères d'éligibilité pour des essais, du JETED ou pas du JETED. Et à ce moment-là, ces malades, dès qu'on a pu, on en a inclus, et assez facilement finalement. Là où c'est plus compliqué, c'est dans les essais où on recrute des patients qui sont dans des phases de rémission de la maladie. Tu as parlé de l'essai Credo, c'est des endoscopies que l'on fait chez des malades en rémission. Là, c'est sûr que l'activité d'endoscopie, celle-ci, là, de dépistage, elle a été totalement sacrifiée pendant la période de Covid-19, et c'est des essais qui ont été mis entre parenthèses. Maintenant, quand on prend l'activité d'endoscopie, on reprend, et j'espère que Beaujon pourra recruter de qualité comme ils ont l'habitude de le faire. Ok. Moi j'ai une question, juste David, une question qui te tient probablement à cœur. Je voulais la poser à Yoram, mais je pense qu'il est totalement biaisé pour une fois dans sa carrière, dans cette affaire-là. Didier Raoult, comme il est de Paris, je vais d'abord passer plutôt à Bordeaux. Est-ce que Didier Raoult n'aurait pas pu bénéficier un tout petit peu
de la méthodologie du GTED à un moment? Quel est ton ressenti, David, brièvement sur cette affaire Raoult? Alors, bon, franchement, il a eu un succès fou hein, par des tas d'experts scientifiques et des méthodologistes de qualité qu'on trouve sur Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux. J'ai eu une petite conversation avec le statisticien du jeu de tête, Jean-Yves Marie, qui est notre statisticien historique, qui a construit des scores endoscopiques de la maille de Crohn, de la rectocolite hémorragique depuis plus de 30 ans, qui était absolument épouvanté et qui avait fréquenté d'ailleurs des membres de l'équipe de Didier Raoult en disant mais c'est incroyable, je croyais qu'ils étaient bons. Et en fait non, c'est vrai que c'est des essais, enfin c'est même pas des essais, c'est des observations d'une qualité qui est minable. Alors le problème, c'est qu'en face, on se retrouve avec des données, notamment le papier du Lancet, qui pose vraiment d'importants problèmes sur la recherche scientifique. Et aujourd'hui, voilà, je crois que et on l'a vu aussi à travers les papiers, on va en parler sur le Covid-19 et les maladies digestives et les MICI en particulier, qui ont été publiés dans les grandes revues de notre discipline. Il y a la recherche du scoop a conduit à des excès. Hein. Ok, donc c'est important, c'est pour dire que ce qu'on fait là, le GTED, bon, on va dire un peu pompeusement, hein, tout le monde ne peut pas le faire en un jour. Ça a été des décennies de travail. Bien entendu, il y a toujours une montée en puissance, mais Yoram vous l'a dit, maintenant il y a beaucoup de personnel, on respecte toutes les règles à 100%. Enfin voilà, on s'est très professionnalisé. La recherche clinique, c'est du très très haut niveau, c'est du temps, des personnages dédiés, des méthodologistes. Et c'est vrai que Raoul connaît peut-être plus la microbiologie que les essais cliniques pour répondre de manière déontologique. Alors moi, je vais vous donner, si je peux avoir les diapositives, juste vous dire, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les Mickey, ça a été la panique quand on a eu l'épidémie de Covid est arrivée, tout le monde a dit cachons nos patients atteints de Mickey, ils sont plus à risque, ils sont fragiles, ils ont des traitements, enfin bon, ça a été une catastrophe, on ne savait plus quoi faire. La seule chose dont on était sûr à l'époque, et d'ailleurs c'est des choses qui ont été publiées maintenant, qui datent un peu, mais qui ont été publiées dès le début de l'épidémie, c'est en fait bien entendu, on n'attendait rien de particulier sur les 5 ASA. Alors il y a eu du débat, vous savez, dans un registre mondial qui avait montré des données conflictuelles sur le 5 ASA, mais c'était plus parce que le 5 ASA est souvent un marqueur de sévérité de la maladie. Mais d'emblée, dans toutes les recommandations, et notamment les recommandations anglaises, ils nous ont dit finalement, là où on n'est pas trop embêté, c'est les 5 ASA. Alors, pour en parler, il y a eu les 5 ASA. Après, il y a eu le débat sur les corticoïdes. Ça a fait que d'ailleurs, très rapidement, on est souvent passé au biologique quand des 5 ASA ne marchaient plus, mais aussi quand des 5 ASA optimisés ne marchaient plus. Vous savez que c'est toujours un des problèmes. Il ne faut pas négliger chaque étape. Diapositive suivante. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que chez les patients, et ce qui ressort un petit peu de tous les experts qui se sont rencontrés, hein, avec beaucoup l'avis d'experts, on a appris quasiment tous les jours, toutes les semaines, ça changeait sans arrêt. Il n'y a pas que Jérôme Salomon et tous les autres qui changeaient de discours toutes les semaines. On a beaucoup critiqué. Moi, j'aurais plutôt tendance à les protéger. Je pense que c'est pas facile quand même de s'adapter au jour le jour à une telle pandémie. Mais ce qui est sûr, c'est que chez des patients on va dire, qui ne sont pas infectés, susceptibles de l'être ou qui sont infectés, c'est vrai que les 5 ASA, là, ça a été reçu et perçu comme on va dire, une classe thérapeutique qui ne posait pas trop de soucis. Diapositive suivante. Ça a été mis d'ailleurs dans les recommandations de l'IUIBD. Alors l'IUIBD, c'est une organisation mondiale de 50 experts mondiaux qui sont considérés comme les meilleurs eux-mêmes et qui se sont auto-élus. Il faut être un petit peu critique parfois sur ce genre de société et d'élection. Mais en tout cas, parmi ces gens-là qui se sont considérés comme faisant partie des meilleurs experts dans le domaine, même si la définition d'expert est toujours un peu sujette à discussion, c'est vrai que toujours, ce qui ressortait dans toutes les discussions, il n'y avait pas de débat. Alors, ce qu'il fallait dans ce tableau-là, je le dis, c'est être en rouge. Quand on est en rouge, c'est pas très bon. Là, quand on était en rouge, ça voulait dire que tous les experts disaient, eh ben, les 5 ASA, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Donc là, très rapidement, il y a eu un consensus et les patients ont été traités par 5 ASA et peut-être aussi parfois de manière excessive quand il nécessitait des biologiques ou autres. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être dans certaines études des données conflictuelles, mais enfin, on est tous convaincus que dans le cadre de cette pandémie, il n'y avait pas de problème particulier. Alors, diapositive suivante. Je dirais que quand on reprend toutes les recommandations, pour une fois, il n'y avait pas de problème. Tout le monde disait la même chose et tout le monde a dit que les 5 ASA, que ce soit l'écho, les Anglais,
l'IOIBD. Alors parfois ils sont dans plusieurs organisations, hein, je ne vise personne, mais quand on est dans plusieurs organisations, bah, on voit que au moins dans ce cas-là, les recommandations étaient similaires. Diapositive suivante. La dose de 5-ASA, donc ça c'était les recommandations françaises. Vous savez que les 5-ASA, c'est quand même important de les optimiser. Ça reste un traitement important. Pendant 20 ans, on a beaucoup parlé, peut-être mea culpa, que des biologiques, parce qu'il y a eu un engouement sans précédent. Mais c'est vrai aussi que les 5-ASA, ça reste un traitement très important, notamment dans les formes modérées. On peut les optimiser, on peut les augmenter. Ça a été montré que ça marche. Et donc c'est vrai que ça, il ne faut pas oublier, en tout cas au moins avant de passer au biologique, avoir fait un traitement optimal par aminosalicylée. Diapositive suivante. Donc l'observance, c'est un défi important. Alors là, je dis juste un petit mot pour souligner que l'observance, elle est toujours de 50%. Quel que soit le médicament, quelle que soit la maladie chronique, c'est 50% des patients MICI qui sont observants. Donc ça, on est tous d'accord, c'est un réel problème. Diapositive suivante. La question derrière, quand on regarde, c'est quel est l'impact? Eh ben, il y a beaucoup d'impact. Il y a plus de coûts, plus de cancer colorectal, plus de poussées, une moindre qualité de vie. Donc c'est vrai que cet aspect-là, ça a été beaucoup discuté. Peut-être Yoram me le dira, je sais que ça a été un problème qu'il a rencontré et qu'on a tous rencontré, c'est que des patients sont plus venus de par l'effet panique, de par le fait qu'ils ne voulaient plus se rendre dans le service pour ne plus prendre le risque d'être infectés par le Covid. C'était le cas pour les biothérapies, les consultations, et on a vu une observance qui a probablement, alors elle n'a jamais été évaluée à ma connaissance, en tout cas dans les wikis, une observance qui était même peut-être encore plus basse en période de Covid et des patients qui ont arrêté avec probablement quelques catastrophes et des poussées qui n'auraient pas dû survenir. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a la perception de la pathologie expliquée, l'état psychologique, enfin voilà, il y a l'éducation thérapeutique, etc. Mais il y a une chose où probablement on peut agir, c'est réduire le nombre de doses et puis voir entre les galéniques rectales et orales. Bon, on ne va pas se voiler la face, hein. On sait tous que les traitements topiques marchent dans certains cas, mais que maintenir des traitements topiques par voie rectale ou autre sur le long cours, l'observance est très, 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 très difficile. Et par contre, les doses multiples, on peut peut-être gérer ça. Et c'est vrai qu'il y a notamment des formulations de 5-ASA qui vont arriver d'ici la fin d'année, des formulations qui permettront d'avoir des fortes doses en une seule prise de 5-ASA. Donc ça, je crois que ça va vraiment améliorer la satisfaction du patient et puis son observance. Puis pour finir, diapositive d'après, je dirais que l'observance est un défi, on peut la modifier, c'est ce que je vous ai dit, réduire les prises, avoir des schémas qui sont simplifiés, des plus fortes doses. Donc ça, avec les nouvelles formulations de 5-ASA, je pense qu'on va pouvoir réduire ça et donc améliorer l'évolution de la maladie. Mais l'autre gros challenge qui arrive, et on l'a vu pendant la période aussi de Covid, c'est aussi tout ce qui est corticoïdes. Diapositive suivante. Je dirais que les corticoïdes, ça a été montré du doigt. On le sait tous, avant la chirurgie, qu'est-ce qu'on veut opérer? Qu'est-ce qu'on veut, pardon, avant la chirurgie, qu'est-ce qu'on veut arrêter? Les corticothérapies systémiques. Ça a été un consensus sur les 5-ASA. Eh ben, il y a eu un consensus sur les corticoïdes. Il ne faut pas être en vert. Et ben là, ils étaient en vert partout. La corticothérapie systémique, et maintenant les études l'ont montré, chez un patient qui est infecté, ça va aggraver et il va faire des formes plus sévères. Donc, il faut éviter les corticothérapies systémiques. Diapositive suivante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a le budésonide. Là, le budésonide, il y a eu différentes discussions, mais c'est un corticoïde qui est quand même considéré comme un corticoïde avec un effet local. Et là encore, il était classé la plupart du temps chez les patients comme le 5-ASA par tous les experts qui ont dit les 5-ASA, les budésonides en période de pandémie, c'est un moyen très fiable et sûr de traiter les formes légères à modérées. Diapositive suivante. Donc voilà, le budésonide, c'est un corticoïde pas comme les autres. On pourrait dire que, bien entendu, on le sait, il n'y a pas cet effet systémique. On peut l'arrêter rapidement. On peut traiter des poussées et puis arrêter aussi assez rapidement le traitement. Mais en tout cas, que ça soit dans la GA, dans tous les algorithmes, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi. Hein. J'ai vu beaucoup en période de pandémie, des gens qui ont switché de la corticothérapie systémique au budésonide. Voilà. Donc pour finir, diapositive suivante. On va dire que non, on va passer, on est revenu au début, ça veut dire qu'on a fait le tour. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, David, Yoram
ou Arnaud sur tous ces traitements-là. On a eu beaucoup de peur, mais finalement, est-ce qu'il faut avoir des peurs, hein, David? Oui, moi, enfin, bon, ma question, c'est que nous, on a finalement été effleurés par cette pandémie et on a entendu ou lu dans les zones beaucoup plus concernées, bon, des grands problèmes liés au Covid-19, mais aussi les dégâts collatéraux qui sont des malades qui ont peur, qui sont chez eux, entendent que les AINS sont dangereux, donc qui arrêtent leur traitement salicylier, qui ont peur des corticoïdes, etc., etc. Est-ce que vous, dans les départements rouges, là, à Nancy ou à Beaujon, il y a eu des mesures là? Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça et justement essayer de raccrocher des patients qui étaient parfois un peu à la dérive? Yoram? Oui, alors, il y a plusieurs niveaux en ce qui concerne les traitements. Le premier qu'on a eu, et parce que c'était un message du président, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont dangereux et beaucoup de patients ont fait la confusion avec les dérivés salicylés puisque c'est des anti-inflammatoires intestinaux. Donc, il y en a beaucoup qui ont arrêté. En plus, il s'avère que les AINS, c'était une fake news puisque ça n'a pas été confirmé du tout. Mais il y a eu quand même un moment un peu de panique, des personnes qui appelaient, qui envoyaient les mails et tout. Donc, il a fallu les rassurer. Ensuite, il y a eu les patients, enfin, c'était 50 mails par jour de patients. Qu'est-ce que je fais avec mon traitement? Et au début, pour dire la vérité, on n'était pas trop certain. Donc, on a un peu désescaladé. Ceux qui étaient à double dose, on a dit peut-être qu'on pourrait diminuer un peu. Donc, on a eu ça au début, le temps d'avoir des informations un peu rassurantes. Je crois que dès le début, on a senti la dangerosité des corticoïdes parce qu'on sait très bien les corticoïdes systémiques oraux, hein, bien sûr, pas le budesonide. Et on a fait beaucoup de switch de corticoïdes systémiques oraux au budesonide. Ça, on l'a fait. On a baissé les doses de traitement et quand on a eu des données assez rassurantes, voire des données qui étaient presque positives dans le sens où pendant 4 semaines, on ne parlait que de l'orage cytokinique et on savait les biologiques capables de le ralentir. Donc, on se disait peut-être que vous allez être mieux protégé, en tout cas, des formes graves que les autres. Ça a redonné confiance. Mais maintenant, on est en train de découvrir de plus en plus de patients qui ont fait une pause thérapeutique. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les patients atteints de rectocolite hémorragique que ceux atteints de maladie de Crohn qui reviennent en urgence. Et on a eu plusieurs épisodes là de colite sévère, hospitalisés, de patients qui en fait avaient arrêté le traitement. Arnaud, tous ces patients-là, on a l'impression qu'ils ont été un moment, ils ont presque disparu dans la nature. Non, mais on savait pas trop ce qui se passait, ils arrêtaient pas, on les voyait moins. Ça t'a inquiété, toi, toutes ces choses-là, ou pas? Alors nous, on a été un peu comme David dans la même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu du tout la même vague de Covid que ce que vous avez eu dans l'Est et en Île-de-France. Et en fait, c'est assez... bon, ce qui a été surprenant, c'est finalement les patients se sont retournés vers nous très rapidement, soit en passant des coups de fil, soit en nous contactant par mail. Et c'est vrai que l'étude de la compliance pendant ces périodes de pandémie serait très intéressante à connaître et à évaluer parce que ils ont eu des contacts directs avec les médecins qui les prenaient en charge et on a pu essayer de maintenir cette compliance. Et c'est vrai que, alors, à l'inverse de Yoram, mais parce que j'ai pas encore vu les patients probablement dans leur totalité, puis surtout parce qu'on n'a pas eu, il faut bien dire les choses, de vague de Covid, j'ai pas l'impression qu'on ait eu une perte de compliance et on a finalement pu rassurer les patients assez rapidement. C'était surprenant quand même il y a 3 mois parce que on a eu peur. Initialement, on a eu peur et donc tous les gastros se sont précipités sur les données qui tombaient sur PubMed à longueur de journée. C'était Toutes les heures. incroyable, une douche froide de publications. Et ce qui était le plus surprenant, c'est qu'il y avait 3 fois rien sur les maladies inflammatoires, qu'elles soient les maladies inflammatoires gastro-entérologiques ou rhumatologiques. Il y avait zéro donnée qui sortait, comme si ces patients, finalement, soit n'étaient pas étudiés, soit il ne se passait pas grand-chose en réalité. Et c'est vrai qu'à part les anti-inflammatoires, mais tu l'as bien rappelé, c'est une fake news, on a pris des précautions sur les corticoïdes systémiques parce que on est un peu
voilà, alertés par les problèmes de chirurgie, par les effets secondaires très importants. Mais j'ai l'impression qu'assez rapidement, on a été assez rassuré sur les traitements et on a pu rassurer nos patients. Et surtout, un élément très important, c'est que les patients avaient peur de venir à l'hôpital. Donc quand on leur disait que le principal risque de récidive et de revenir à l'hôpital, c'était d'interrompre les traitements, je crois que ces patients ont pris la mesure des choses et pour la plupart d'entre eux ont continué, en tout cas dans nos régions. Mais alors Arnaud, justement, L'argument ça est fait pas le faux. lien. Alors Arnaud, ça va faire le lien. Justement, tu nous as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches sur ces maladies-là. Tu as mené une recherche express avec plus de 1000 patients inclus en quelques jours. Tu peux nous dire, si on peut avoir les diapositives d'Arnaud, qui nous présente justement ce projet-là. Arnaud, tu peux nous dire Ouais. un peu plus? On a déjà l'eau à la Ah oui, bouche. c'était surprenant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du week-end où notre président de la République a pris la parole et quand même a alerté la France sur la dangerosité de l'infection. Et la conséquence, c'est qu'il y a la moitié de la ville de Paris qui a émigré dans nos régions à l'ouest. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'on s'est posé des questions immédiatement sur les risques des traitements qu'on administrait à nos patients et le risque de pneumonie grave. Et si je peux avoir la diapositive suivante. Et alors, c'est ce que je vous disais, c'est quand on analysait la littérature, il était absolument surprenant de ne voir aucune donnée sur les patients qui étaient traités par immunosuppresseurs ou par biothérapie, quelles que soient finalement les spécialités dans lesquelles on les utilisait. Et ça persistait pendant, ça a persisté pendant quelques semaines, cette absence de données. Il y avait des données parallèlement physiologiques qui montraient quand même que finalement, on avait l'impression que la maladie était grave, non pas à cause du virus lui-même, mais à cause de la réponse immunitaire qui était associée au virus et à ce qu'ils ont appelé l'orage cytokinique, cette espèce de syndrome d'activation macrophagique et puis ces atteintes vasculaires. Mais globalement, il n'y avait aucune donnée chez les patients atteints de maladies inflammatoires et traités. Et parmi nos patients, il y avait une population qui était particulière, qui était une population qui était traitée en hôpital de jour par anti-TNF ou par anti-intégrine, et en fait qui cumulaient les facteurs de risque puisqu'ils avaient une immunothérapie, notamment des anti-intégrines qui bloquent ou en tout cas qui modifient la réponse immunitaire dans le haut du tube digestif et dans la sphère ORL, et qui venaient en plus en hôpital de jour et a priori au contact avec un risque accru de contage viral. Et donc, si on peut revenir à la diapositive d'avant, donc, on a monté une cohorte multicentrique prospective où on a essayé d'inclure tous les patients traités par infliximab et par vedolizumab et qui étaient suivis en hôpital de jour pour déterminer l'incidence et la prévalence de l'infection dans cette population particulière de patients et surtout pour essayer de déterminer les facteurs cliniques habituels, les facteurs démographiques et pharmacologiques. Et là où la caractéristique de l'étude, c'est qu'on a associé à cette cohorte une biocollection où on a demandé aux différents investigateurs de prélever les sérums et les cellules du sang circulant des patients qui étaient inclus, et puis à chaque période de suivi, pour savoir s'il y avait des éléments immunologiques qui pouvaient expliquer soit des formes asymptomatiques de la maladie, soit au contraire des formes graves de la maladie, parce qu'à l'époque, on ne savait pas finalement quel allait être l'impact de ces traitements. Et puis, on s'est intéressé aussi à des facteurs sociaux et démographiques qui pouvaient influencer les comptages d'infection. Donc, les centres qui ont été contactés, on leur a demandé d'inclure les 100 premiers patients, de recueillir les données à chaque perfusion, de prélever ces patients à chaque perfusion avec du sérum et des cellules circulantes et de faire une biobanque, de faire un biobanking avec évidemment comme objectif de voir la prévalence, l'incidence de l'infection et de revenir à rebours chez les patients infectés pour retrouver tous ces facteurs immunologiques. Diapositive suivante. Donc les analyses biologiques qui vont être faites, parce qu'évidemment pour l'instant on est dans une période de recueil, c'est évidemment de rechercher tous les comptages positifs, donc de faire les sérologies SARS-CoV-2, de voir les facteurs pharmacologiques qui peuvent être associés aux infections. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre d'éléments physiologiques qui peuvent être intéressants chez nos patients, et notamment
une protéine qui s'appelle l'ACE2 soluble, qui est en fait un des éléments qui permet au virus de pénétrer dans les épithéliums. Et il semble que nos patients aient une petite modification de ces taux de protéines solubles qui sont des inhibiteurs naturels. Puis bref, on va s'intéresser à plein de facteurs immunologiques quand on aura l'ensemble des données des prélèvements. Diapositive suivante. Alors ça a particulièrement bien fonctionné puisque au 17 mai, on a commencé la cohorte au 17 mars et au 17 mai, il y avait 1000 patients inclus. La période de suivi est de 6 mois et donc la fin du suivi devrait couvrir à la fois la période de confinement, de déconfinement et peut-être une reprise, mais très hypothétique, et devrait se terminer fin décembre. Et donc fin décembre, on pourra avoir une très belle photographie de l'ensemble, enfin de l'incidence et de la prévalence de l'infection et des différentes formes de sévérité et des facteurs associés. Diapositive suivante. Et donc voilà, donc les inclusions de la cohorte sont clôturées. Comme je vous disais, le fin de suivi en décembre. Le premier petit enseignement, c'est que quand les patients dans le centre de Saint-Louis, donc c'est à Paris, les patients qui ont été inclus et qui n'étaient pas forcément symptomatiques et ont eu des sérologies, vous voyez que 6% des patients à l'inclusion étaient positifs. Dans les 2 tiers des cas, les patients, ça a été une découverte totalement fortuite. Et puis voilà où on en est, c'est-à-dire à la recherche de budget maintenant pour faire toutes les analyses biologiques et profiter de cette biocollection. Merci Arnaud, félicitations. Je crois que il y a eu beaucoup de petits trucs faits par-ci par-là, hein. On ne va pas viser personne et pas être méchant. Il y a plein de petits trucs faits par-ci par-là qui nous ont des fois donné un peu des idées, mais finalement n'ont jamais répondu vraiment aux questions. Et donc là, je crois que les grosses études comme ça, c'est vraiment là où on va avoir des enseignements majeurs, robustes, et pour notre pratique clinique. Donc merci d'avoir mené à bien ce projet-là. On va rester un tout petit peu dans la science et puis on aura le temps pour quelques questions. David, il y a une cohorte nationale du GTED un peu plus clinique qui, je crois, est pilotée par Lucine Vuitton à Besançon. Tu peux nous en dire aussi quelques mots, ce qui montre quand même bien que le GTED s'est mobilisé durant cette période. On n'a pas tout arrêté quand même. Hein. Non, on n'a pas tout arrêté et on a eu le temps aussi, on a pris le temps de réfléchir, ce qui, bon, on réfléchit toute l'année, mais parfois on est quand même pris dans un train-train, une activité bouillonnante, ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps de se poser. Et on s'est réunis tous les quatre en fait assez rapidement, je dirais, la 3e semaine de mars, pour voir qu'est-ce que le GTED pouvait faire, sachant qu'on commençait à ce moment-là à avoir des publications sortir à droite à gauche, de qualité souvent assez faible. Et l'idée, c'était pas de faire une série du GTED, une collection de cas comme l'ont fait des équipes italiennes, espagnoles ou les Chinois au début, ou même ensuite les équipes américaines. L'idée, c'était vraiment d'avoir des informations qui sont un peu plus précises. Alors, clairement, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Arnaud Bourreil, avec son initiative de cohorte qui vient de vous présenter, qui a vraiment été le moteur de ça. Et là-dessus, parce que c'est quand même un petit peu compliqué d'inclure les malades dans ton essai. Il y a des prélèvements sanguins et puis il y a des prélèvements sanguins qui demandent un technicage un peu particulier. Au-delà de ça, on a voulu aussi avoir des informations cliniques. Des informations cliniques parce que les patients nous ont posé des questions et qu'on avait besoin de leur répondre. Et c'est de là qu'est née l'idée de cette cohorte clinique pilotée par Lucine Vuitton à Besançon, où là, clairement, elle a senti passer le Covid-19 très très fort et où son service de gastroentérologie a été transformé en service de Covid-19 pendant cette mauvaise période. Si je pouvais avoir les diapositives, la suivante. Donc, qui liste un peu ce que je viens de vous dire et puis les questions qu'on s'est posées, parce que finalement, les uns les autres, et même à Bordeaux, même s'il n'y a pas eu beaucoup de Covid-19, moi j'ai eu un peu moins de 7 ou 8 malades qui ont eu clairement une infection documentée par la PCR, et le plus souvent, c'était d'ailleurs des personnels soignants ou des enseignants, autrement dit des patients qui voyaient beaucoup de monde. Alors la question qu'ils m'ont posée, à laquelle c'était difficile de répondre au départ, même si les messages étaient pas très défavorables, c'était qu'est-ce qu'ils risquaient avec, selon qu'ils prennent un anti-TNF, un immunosuppresseur, les deux, ou une autre biothérapie, quel serait aussi l'impact de cette maladie, cette nouvelle maladie sur leur maladie inflammatoire chronique d'intestin, parce qu'on sait très bien que dans ces maladies chroniques immunomédiées, c'est que parfois il y a des facteurs infectieux qui vont être des triggers et qui vont déclencher des poussées. Et c'est vrai dans tout un tas d'autres maladies, et c'était bien écrit dans les Mickey avec des pathogènes digestifs.
Ces recommandations qui sont basées sur des avis d'experts. Hein. Laurent a présenté la diapositive de l'IOIBD. Ce sont des experts qui se sont réunis. Alors, je pense qu'ils se sont pas trop trompés parce qu'aujourd'hui encore, on est assez d'accord avec leurs préconisations. Mais c'est un avis qui est essentiellement donné au doigt mouillé. Donc, on a quand même besoin d'avoir des informations supplémentaires. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de malades qui sont dans des situations professionnelles et maintenant de reprise d'activité qui sont confrontés à beaucoup de gens. Hein. Donc, hier, j'ai vu un aide-soignant, une infirmière, par exemple, qui sont traités par anti-TNF, les enseignants et ainsi de suite. Donc, c'est embêtant. Savoir quoi leur répondre. Et la dernière chose, c'est qu'on a des patients atteints de Mickey. Si la Mickey ou son traitement ne semble pas être un facteur de risque de Covid-19 grave, il y a les patients qui sont obèses, il y a les patients qui sont âgés, qui ont des comorbidités cardio-respiratoires, qui sont donc à risque de faire des infections sévères et qui sont très 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 inquiets. De là, sur la diapositive suivante, les questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce registre. Hein. La fréquence de l'infection, donc Arnaud a commencé à avoir des données là qui viennent de Paris. Alors c'est sûr que selon les régions de France, on n'aura pas les mêmes données partout et probablement qu'on sera à 1 ou 2% dans le sud-ouest ou dans les Pays de Loire. La proportion de patients infectés, selon qu'ils soient simplement traités en ambulatoire ou en hospitalisation de jour, ou alors qu'il y ait eu des hospitalisations plus sévères hein, pour leur infection. Le fait d'avoir été hospitalisé, on a eu les malades ont eu très très peur et certains soignants ont eu très très peur à juste titre pendant la période pandémique. C'est un facteur de risque d'infection. Voilà. Et puis dans l'objectif, c'est bien entendu d'avoir une vision très pratique et très réaliste des choses pour qu'elle soit diffusée en France, parce que le Covid-19, on n'en est pas débarrassé et bon, on a l'impression que là, dans une phase d'accalmie, mais on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait et on aura sans doute des choses et des informations à donner à nos malades si cette infection récidivait. Voilà, de façon à affiner les recommandations déjà à l'échelle française et puis bien entendu au niveau international. Donc sur la diapositive suivante, on a les modalités de l'essai. C'est une étude en fait observationnelle qui va déjà prendre en compte les malades des centres du JETED qui ont été infectés par le Covid-19 au cours de la dernière période et puis ceux qui le seront dans la période à venir. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on va prendre des patients dont l'infection est confirmée, mais d'autres dont l'infection est probable. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de patients qui ont eu des symptômes et qui sont restés chez eux parce que les symptômes étaient mineurs, parce qu'ils ont eu la trouille, voilà, ou parce que le test était négatif, pourtant ils avaient l'anosmie, la fièvre, la PCR était négative. On sait à quel point ce test est quand même à une sensibilité qui est modeste. Donc on va prendre tous ces patients âgés de plus de 16 ans dans des centres du JETED France et Belgique qui ont un Covid-19 confirmé ou suspecté. Et ça sera une cohorte ambispective. Hein, donc, on va continuer à recruter ces patients-là et essayer de confirmer dès que possible, maintenant qu'on a des tests sérologiques qui sont quand même, semble-t-il, plus performants que la simple PCR, confirmer très précocement l'infection et puis ensuite les suivre pour justement apprécier l'impact de cette infection sur leur maladie, sur leur traitement et puis leur demander aussi, c'est ce dont tu as parlé Laurent tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur traitement pendant cette période de crainte où ils étaient confinés chez eux et puis un peu terrorisés par toutes les informations qui défilaient en permanence. Voilà pour le deuxième projet, qui est un projet qui est également bien avancé. Donc complémentaire, qui va apporter d'autres questions à celui piloté par l'équipe de Nantes. Alors il est temps de conclure, vous avez 1 minute chacun. On va commencer, je ne sais pas pourquoi dans cet ordre-là, on va dire Yoram, Arnaud, David et puis moi-même. On va dire du beaucoup plus vieux au très très jeune. Donc Yoram, est-ce que tu peux nous dire un petit mot finalement, le JETED, le Covid, l'état d'esprit? Tu aimes beaucoup lire, tu as une culture, tu aimes la philosophie, tu aimes beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce qu'on en retient? Où est-ce qu'on va? Le JETED a changé, le JETED a montré sa force. Enfin voilà un peu ta conclusion et où est-ce qu'on en est, ta réflexion. Moi, je pense qu'on a réussi à surfer, mais je pense qu'on va garder un aspect positif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. On s'est rendu compte que plein de choses qui étaient impossibles ou qui mettaient des mois ou des années dans les hôpitaux notamment pouvaient se faire en quelques jours. Nous, on avait l'habitude de ça au JETED, mais on a pu le voir dans nos instituts, dans nos hôpitaux. Et je pense que la façon dont on a immédiatement réagi, notamment avec l'initiative, comme l'a rappelé David Darnaud, cette idée de cohorte, plus de 1000 patients avec du biobanking et tout. Je pense que ça nous a montré que dès qu'on était ensemble,
et qu'on avait un peu cette vision de l'avenir, c'était possible. Et je pense qu'on peut garder quelque chose de vraiment très très positif et quelque chose de, notamment, moi j'étais bluffé par tout ce qui est maintenant côté virtuel. C'est vrai que ça me manque le physique, mais je pense qu'on va y remédier. Mais et je trouve que c'est une opportunité vraiment pour repenser un peu toutes les années qui vont arriver. Merci Yoram. Donc c'est mieux finalement que d'être tous enfermés dans un même bâtiment, même si c'est dans le sud, à Marseille avec le soleil. C'est mieux de travailler comme ça, tous ensemble. Arnaud, toi, qu'est-ce que tu retiens finalement de tout Et ben, ça? je retiens un peu la même chose que Yoram, c'est-à-dire que moi j'ai adoré le premier mois où on a vu les énergies se libérer dans nos hôpitaux. Et je trouve que ça a été aussi le cas pour le JETED où on a fait preuve quand même d'une réactivité. Alors bon, on était déjà très réactifs, mais je trouve que ce premier mois a libéré des énergies, a libéré des initiatives de la part de certains. Et alors tu veux que je te dise, je suis un peu inquiet sur le retour à la situation antérieure qui se profile dans nos structures hospitalières. Mais je pense que l'énorme avantage de notre groupe, c'est que on va pas retomber dans ce. Enfin, nous allons pas aller dans cette perspective, dans cette évolution. De toute façon, tu pourras plus beaucoup voyager parce qu'on voit qu'il y a déjà trop de badges sur la porte derrière toi, donc il n'y a plus beaucoup de place. Ce Non, qui c'est tombe terminé. bien, Je vais les garder précieusement. C'est la fin. exactement. David, et puis après je vous dis un petit mot de conclusion. Non, mais moi, bon, d'abord, je voudrais dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'étais confiné à Bordeaux, j'aurais pu être à Beaujon ou à Nancy, donc ça, c'est quand même un point qui est positif. Le point négatif, c'est que le jeu tête, c'est aussi une histoire d'homme et une histoire d'amitié, et que bon, on est content de se voir à distance, mais on sera très très content de se retrouver, d'avoir des échanges de cette même intensité et même encore meilleurs, peut-être autour d'une bonne bière avec des amis de longue date. Donc, j'espère vraiment qu'on pourra partager et se retrouver tous ensemble au jeu TED ou en congrès très rapidement. Oui, moi je merci à tous les trois. Moi j'ai un peu la même conclusion. Ce que je trouve, c'est que finalement, on s'en rend plus compte. Des choses parfois deviennent la routine, mais que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que ce soit nos patients, que ce soit nos amis, la communauté Mickey, GTED, on a tous les affinités qu'on a entre nous, mais ça commence quand même à nous manquer. Et on a eu un Oui, oui, CA c'est bien. du GTED il y a quelques heures. Tout le monde a dit quand même quand est-ce que c'est le week-end GTED. Quand on a dit où est-ce qu'on fait le prochain CA, comment on le fait, tout le monde a dit bon allez, quand même, on va tous se réunir. On n'a pas attendu les annonces de Macron pour nous dire ce qu'il fallait faire. On a estimé qu'il fallait qu'on se réunisse le 30 septembre, qu'on se revoie. Donc voilà, ça nous a fait aussi réaliser ce qui nous manque. Donc moi, je suis aussi d'accord avec David. Donc voilà, on voit qu'on a créé quelque chose d'unique qui n'existe dans pas beaucoup de pays. Et là, je vous donne ma casquette comme vous le savez, de voyageurs, des Mickey. Donc voilà, les aéroports ne manquent pas, les choses ne manquent pas, mais par contre, les Mickey et les contacts, je crois que ça nous manque beaucoup. Donc voilà, on est maintenant pressé que ça reparte et de pouvoir, même après ce type de meeting, parfois prolonger les échanges un petit peu plus loin sans rentrer dans le détail. Donc, merci à tous les trois. À bientôt, puisque je sais que je vais vous revoir, bon, on va dire, ça compte presque en heure. Hein. Malheureusement, pour l'instant, encore un webinar, mais j'espère en présentiel. Je vous dis à bientôt. J'étais ravi d'avoir ce moment d'échange avec vous. Je remercie quand même à nouveau les laboratoires Tilot. Je remercie aussi quand même un tout petit mot. On a parlé du GTED, mais maintenant de l'équipe qui est formidable. Tu l'avais dit, Yoram, avec Charlotte qui fait un travail exceptionnels, donc qui sont là les fourmis au quotidien et sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Donc merci et puis je vous dis à bientôt. Salut. Salut.